Et voilà, je crois qu'on est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thomas, bonjour Ruben. Bonjour Nicolas, Euh, bonjour Ruben. merci, merci d'être tous les deux parmi nous aujourd'hui. Je vous propose, comme d'habitude, peut-être d'attendre 1 à 2 minutes pour nous assurer que tout le monde se connecte correctement, puisqu'on a été plus de 800. Il y a eu plus de 800 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est sur une thématique, on va dire, d'actualité. Ça me paraît assez clair. Et une thématique qui apporte un petit peu d'intérêt pour les épargnants qui nous suivent et autres potentiellement professionnels. Donc, on va attendre dans 1 ou 2 minutes, si ça va pour vous, pour commencer à traiter de ce sujet de l'inflation et comment créer, développer et sécuriser son patrimoine dans cette période. Donc voilà, je vois que y a toujours de plus en plus de gens qui se connectent. Donc ça, c'est très bien. N'hésitez pas toutes et tous à utiliser le chat si pendant ce qu'on va vous raconter avec Thomas et Ruben, vous avez des questions, vous avez des interrogations ou autres, n'hésitez pas à utiliser le chat. On prendra vos questions et soit on y répondra tout de suite, soit on y répondra un petit peu plus tard. À la fin de ce webinaire, on garde toujours 10-15 minutes pour échanger et répondre aux questions des différentes personnes. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser ce chat. On va faire en sorte que le webinaire soit un petit peu interactif, puisqu'on est sur une thématique qui a beaucoup, qui concerne tout le monde en fait. Donc il ne faut pas hésiter. Voilà, je vois qu'on a pas mal de monde qui se sont connectés. On va pouvoir commencer. Je le répète donc, merci à toutes et à tous d'être aujourd'hui parmi nous. Vous le savez, ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an avec Neofa qu'on organise des webinaires, on va dire, toutes les 4 à 6 semaines. Ces webinaires ont pour but de vous aider à mieux comprendre votre épargne, à mieux appréhender ce qui se passe sur les marchés financiers, ce qui se passe également globalement dans la société actuellement et quels impacts tout ça peut avoir auprès de votre épargne. Moi, je suis Nicolas Delorme, je suis un des cofondateurs de Neofa et on a la chance aujourd'hui d'avoir Thomas et Ruben qui sont tous les deux conseillers en gestion de patrimoine. Et j'invite peut-être Thomas à te présenter un petit peu, quelques minutes, 1, 2 minutes, nous dire qui tu es, ce que tu fais. Et puis voilà, Ruben, tu feras la même juste après. D'accord, parfait. Pour me présenter rapidement, donc je suis un ancien de certaines banques privées. Je me suis mis à mon compte en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour accompagner donc des particuliers et certains professionnels sur la gestion, la création, la transmission d'un patrimoine. Donc on est vraiment dans la problématique avec des questions d'actualité comme sur l'inflation, la fiscalité, des sujets un peu plus spécifiques des fois, par exemple sur l'art. Donc je suis indépendant et je traite, on va dire, de toutes les problématiques qui peuvent parler à la gestion d'un patrimoine. Merci beaucoup Thomas. Ruben, même exercice, 1, 2 minutes. Ouais. Ouais, bonjour à tous, et que je suis ravi de partager cette heure avec vous. Alors moi aussi, j'ai des expériences dans une banque privée, j'ai travaillé chez Rothschild & Co juste avant à Paris, et ensuite dans un family office. Donc un family office, pour ceux qui ne savent pas, c'est un conseiller en gestion de patrimoine, mais plutôt pour des grandes fortunes. Et dans le family office dans lequel j'étais, on gérait environ 2,5 milliards d'actifs pour une dizaine de familles, donc plutôt des grosses familles françaises, et j'étais en charge des investissements
au sens large du terme, aussi bien actions, immobilier, que ce qu'on appelle alternatifs. On en parlera un petit peu d'ailleurs un peu plus tard, comme le private equity ou la dette privée. Et j'ai fondé du coup 26 Patrimoine cette année avec cette volonté de démocratiser en quelque sorte ces conseils haut de gamme, réservés à une partie infime de la population, beaucoup plus de gens, à vous qui sont là aujourd'hui. Et voilà, je suis ravi. N'hésitez pas à vous poser vos questions, on est là pour y répondre. Parfait. Merci beaucoup, Ruben. Alors, voilà, je l'ai mentionné tout à l'heure, la thématique, vous l'avez reçue par email lors de l'invitation, mais je la rappelle, c'est comment créer, développer et sécuriser votre patrimoine dans un contexte d'inflation. L'idée, pour les habitués, vous connaissez un petit peu le principe, mais je vais le rappeler, on va faire, on va dire, entre 30 et 40 minutes de présentation au cours duquel n'hésitez pas, j'insiste là-dessus, à utiliser le chat pour poser vos questions, vos interrogations, etc. Au bout de ces 30-40 minutes, on va utiliser les 10 minutes qui nous restent à répondre aux questions auxquelles on n'a pas réussi à répondre auparavant. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais me permettre de partager la présentation qu'on a faite pour vous tous. Donc, voilà. Et la première question, et je suis désolé pour les spécialistes et experts qui nous suivent, mais on n'est pas tous experts. Donc, première question, peut-être pour Ruben, qu'est-ce que c'est l'inflation en fait? Écoute, Nicolas, l'inflation, on va la définir très simplement, c'est une augmentation du niveau général des prix. Clair. C'est très clair, c'est précis. Est-ce que, Thomas, est-ce qu'on peut dire que l'inflation est toujours présente? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a est-ce que l'inflation chaque année existe ou est-ce qu'elle arrive uniquement sous certains contextes et si oui, quels sont ces contextes? Alors, l'inflation existe toujours, même si elle est extrêmement faible dans certains cas. Si elle est négative, ce n'est pas non plus bon signe. Donc, effectivement, il doit y avoir toujours un petit peu d'inflation. C'est pour ça que les banques centrales, par exemple, aiment bien ce taux de 2%, qui est un taux normal d'inflation. Ce qui s'est passé, c'est effectivement des événements qu'on n'a pas pu gérer, comme le Covid ou la guerre en Ukraine, qui ont créé des conditions dramatiques sur plusieurs points, comme que ce soit économique ou alors social, qui ont créé effectivement une inflation exceptionnelle. Donc, il y a des périodes très spécifiques qui ont créé effectivement une inflation exceptionnelle. Oui, voilà. Et donc, effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, ça a créé une rareté sur certains biens, des problèmes d'approvisionnement, etc., qui font que les prix deviennent de plus en plus importants à l'achat pour le consommateur final, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est globalement dans un contexte d'inflation. Est-ce que je résume plutôt bien ce point-là? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut aussi rajouter… Je t'en prie, Vas-y, Ruben, vas-y. Non, vas-y. Ok. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut aussi peut-être ajouter 2 points, notamment le ralentissement de la production économique qui a eu suite à la crise sanitaire 2020, qui a entraîné pas mal de pénuries dans divers secteurs. On peut penser par exemple, vous savez, aux puces électroniques, qui ont fait que il y a eu une rareté de l'offre, une augmentation de la demande et qui a fait augmenter certains prix. L'iPhone peut en être un exemple. On peut rajouter aussi le réchauffement climatique, qui fait qu'on a une augmentation du coût du prix de certaines matières premières, et donc une augmentation de ces prix-là. Et on pourrait aussi rajouter le blocage de certains flux logistiques, notamment de tout ce qui vient de la Chine. Il faut savoir que la Chine n'est pas encore complètement déconfinée. La Chine est encore un petit peu bloquée. Et donc, on a un retard au niveau de ces flux logistiques, qui participent aussi du même coup à l'inflation. En plus Donc, du conflit russo-ukrainien. Oui, voilà. Donc, ce que tu dis, Ruben, c'est qu'en plus de la problématique
entre la Russie et l'Ukraine, on est aujourd'hui dans un contexte post-Covid où tout n'est pas entièrement revenu à la normale comme on pouvait l'avoir auparavant. Alors, ce qui est intéressant, et on va regarder sur ce premier slide, ce qui est intéressant, c'est de comparer un petit peu les résultats ou l'impact de cette inflation sur différents pays, notamment sur la France, effectivement, comparé à l'Europe, comparé aux États-Unis, mais aussi comparé à d'autres pays comme l'Allemagne ou les pays baltes ou autres. On se rend compte, c'est les chiffres officiels, hein, c'est pas nous qui inventons ces chiffres, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui que la France s'en sort jusqu'à ce jour pas trop mal. Donc, est-ce que Thomas, tu peux nous dire un petit peu, est-ce qu'il y a des mesures aujourd'hui qui nous permettent de freiner cette inflation? Si oui, quelles sont ces mesures? Et qu'est-ce qui fait que la France aujourd'hui s'en sort mieux que ses voisins ou autres pays dans le monde? Alors, tout à fait, Nicolas, on s'en sert plutôt bien. Il y a différentes raisons à ça. Il y a la raison principale, c'est vraiment sur le domaine énergétique, où en France, on a un mix énergétique qui est quand même favorable au nucléaire, c'est-à-dire que l'on produit de l'énergie selon différentes sources, et on a quand même une part du nucléaire qui est importante en France, par exemple par rapport au Royaume-Uni, qui sont dans une situation bien plus catastrophique. Donc, on a cet aspect nucléaire qui vient jouer sur la grosse partie énergie de l'inflation. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Il y a une deuxième chose qui est importante, qui va nous différencier, par exemple, des États-Unis, où aux États-Unis, il y a eu une forte augmentation des salaires. Donc, on va dire que c'est bien sans être bien, puisqu'en France, on n'a pas eu cette augmentation pour l'instant de la part des entreprises. Il y a beaucoup de grands accords avec les entreprises, surtout du CAC 40, ou de fortes hausses de salaire, mais ça, c'est pas encore impacté. Donc, on n'a pas eu cette hausse des salaires qui vient créer de l'inflation. Donc, un bon mix énergétique, pas une forte hausse des salaires, sont les deux éléments, on va dire, importants à retenir et qui font qu'on a quand même une inflation qui est quand même soutenue par rapport à nos voisins européens et aux États-Unis. D'accord. Tu mentionnais une hausse des salaires qui va créer l'inflation. Est-ce que tu peux préciser un petit peu en quoi la hausse des salaires peut créer justement, peut mettre une pression peut-être sur les prix? Ça va être le schéma de l'offre et la demande, puisque plus qu'on va avoir des salaires plus importants, on va avoir beaucoup plus de demandes. Donc, en face, il va falloir à ce qu'on ait une offre qui soit en face de cette demande. La problématique, c'est que cette offre, on ne l'a pas tellement, cette offre de produits et de services, dans le cas de l'inflation, c'est beaucoup plus de produits. Et on rebondit par rapport à ce que disait Ruben, on a encore des canaux de distribution, l'important, c'est quand même la Chine. On n'arrive pas à quand même à importer 100% des biens qu'on a importés avant cette crise de l'Ukraine et avant le Covid. Donc, on va se retrouver avec une demande haute et une offre qui va être réduite. Donc, dans ce cas, ça va créer de l'inflation. Ouais, des prix qui vont augmenter. Est-ce que, donc je ne sais pas combien d'entre vous qui participent au webinaire ont écouté Monsieur Leclerc aujourd'hui à la radio, mais est-ce que lui nous dit que ça va être la catastrophe dans les prochaines semaines, les prochains mois en termes d'inflation? Thomas, qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit par Leclerc ce matin à la radio? Est-ce que toi aussi, tu as le sentiment qu'aujourd'hui, il y a aussi une partie en France, le gouvernement qui protège, qui essaye de protéger, de calmer un petit peu cette inflation et qu'à un moment donné, on ne va pas avoir le choix et l'inflation va un petit peu exploser, peut-être passer de 6 à 8 ou 10% dans les prochaines semaines, les prochains mois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi, tu as la même vision ou est-ce que tu penses que la France va réussir à maintenir un taux d'inflation, je pèse mes mots, relativement bas
comparé aux pays voisins ou aux autres pays du monde? Les mesures de protection, ce qu'on peut appeler le bouclier énergétique avec les chèques énergie qui sont envoyés, je crois que c'est prochainement d'ailleurs, sont des mesures qui effectivement visent à freiner l'inflation, surtout sur la partie énergétique. Après, quand on verse effectivement des chèques, ça a été fait aux États-Unis, c'est quand même de la dette qu'on lève et ça va être de l'endettement pour les générations futures. Donc au bout d'un moment, effectivement, ces mesures vont s'amoindrir et il faudra peut-être aller augmenter un petit peu l'inflation, mais ça va après poser des problèmes sociaux. Donc ça, la réponse, on va dire que ce sont les autorités politiques qui l'ont et qui vont devoir faire un juste équilibre entre aider les Français dans leur quotidien à combattre l'inflation, mais aussi à contenir cette dette qui est quand même déjà énorme en France. Oui, voilà, donc c'est effectivement un point crucial. C'est le fameux quoi qu'il en coûte qu'on a connu pendant le Covid. En fait, le quoi qu'il en coûte, il en coûte. Donc, donc à un moment donné, il va falloir arbitrer et puis dire, OK, est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser un petit peu plus d'inflation versus continuer à augmenter notre dette qui devrait être payée par les générations futures. Merci pour ces points-là. Ruben, rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer comment en fait est calculé ce chiffre qu'on vient de voir juste avant? Ouais, effectivement, je trouve que c'est important de bien comprendre comment l'inflation est calculée, parce que c'est un chiffre qu'on nous donne comme ça tous les mois. C'est important de bien le comprendre. Tout d'abord, l'inflation aujourd'hui est calculée par l'INSEE, donc qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques, grâce à un indice qu'on appelle l'indice des prix à la consommation et qui est la principale mesure de l'inflation. Calculer cet indice, c'est un travail gigantesque. On va regarder le prix de 60 000 prix de biens et de services dans 30 000 points de vente différents. Donc, c'est les enquêteurs de l'INSEE qui s'occupent de faire ce travail et qui vont en fait ensuite pondérer chaque groupe dans l'indice global proportionnellement au poids dans la dépense des consommateurs. C'est le graphique que vous avez sous les yeux. Vous voyez que par exemple que l'alimentation, dans le calcul de l'inflation, est la dépense qui a le poids le plus important. Et on va ensuite faire ce calcul sur une base 100. Si par exemple on a un indice de 102, ça veut dire que l'inflation est de 2%. La composition de ce panier, elle est fixe, mais elle est mise à jour en fait chaque année en fonction des dépenses des Français. Si les Français venaient à dépenser plus d'argent dans l'alimentation, ce poste de dépense-là aurait plus d'importance dans le calcul de l'IPC. Et une dernière chose à noter, c'est que dans cet indice-là, on ne prend pas en compte les prix d'immobilier. Pourquoi on ne prend pas en compte les prix d'immobilier? C'est parce que l'INSEE considère que en fait, acheter un logement, c'est un investissement et ce n'est pas une dépense de consommation. Par contre, on prend, comme vous le voyez, le budget logement à travers les loyers. Mais ça veut dire en fait, et ça me permet de passer au slide suivant, ça veut dire en fait que selon où on habite en France, il y a quand même une grosse différence entre l'inflation réelle et l'inflation perçue. Pourquoi? Parce qu'on parle de 6,2%. Moi, quand je vois que dans le panier, on met le loyer à 6,1%, je pense que si tu habites en plein centre-ville de Paris, la proportion de ta dépense en termes loyer, elle n'est pas de 6,1% à mon avis. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cette différence entre inflation réelle versus inflation perçue? Bien sûr. Alors effectivement, ça dépend de pas mal de choses. Alors pas seulement de où on habite. Par exemple, moi, j'ai pas de voiture. C'est vrai que l'augmentation des prix de l'essence m'a beaucoup moins concerné. Donc en fait, ça dépend vraiment de chacun, de ses habitudes alimentaires. Par exemple, j'aime bien aller voir des matchs, j'aime bien aller au musée, j'aime bien aller au théâtre. Et ben, le poste de culture va beaucoup plus me concerner pour un autre Français. L'IPC, donc cet indice, cette inflation qu'on reçoit tous les mois, c'est une moyenne. Et donc, c'est pas un indice qui est parfaitement en phase avec les habitudes de consommation d'un individu en particulier. Donc, il faut bien faire attention à ces taux d'inflation qu'on nous envoie, parce que pour certains, en fait, l'inflation nous touche moindre, pour d'autres, d'une façon beaucoup plus importante. C'est une moyenne. Je comprends. Ce qui est intéressant de noter, juste, on a fait un petit sondage, vous l'avez peut-être reçu sur le chat, on vient de faire un petit sondage avec vous tous. Il y a
quelques-uns et un certain nombre d'entre vous ont répondu. On a, d'après tous les gens qui sont en train de participer à ce webinaire, on a près de 75% des gens qui, aujourd'hui, estiment que l'impact de l'inflation sur leur portefeuille est faible ou modéré. Donc, je trouve assez intéressant de voir ce taux-là. Merci pour toutes ces informations. Donc, rentrons dans le vif du sujet. On a la chance pour certains d'avoir un petit peu d'économie, d'autres d'avoir beaucoup d'économie, d'avoir un petit peu d'épargne, un petit peu de patrimoine, etc. Aujourd'hui, comment allons-nous réussir à combattre l'inflation pour justement éviter que ce qu'on a créé ne parte en fumée, j'exagère un peu, et pour essayer d'amortir un petit peu cet impact de hausse des prix sur notre, grâce à notre épargne et à nos économies. Thomas, est-ce que sur ce point-là, qu'est-ce qu'il faut faire déjà d'entrée de jeu? Si j'ai un peu d'épargne, un peu d'économie, qu'est-ce que je fais? Le point important pour moi, ça va être déjà de faire un état des lieux de ce qui existe. Si on a effectivement de l'épargne, ça va être de regarder l'existant et la proportion de l'existant à résister effectivement à cette inflation. Puisque tous les projets d'investissement, on va dire que ça va être pour le futur. Donc, on sait que de toute façon, l'inflation va être amenée à s'amoindrir dans les années, mais on ne sait pas dans combien d'années. Donc, pour moi, l'important, c'est de faire en fait un état des lieux de ce qu'il y a et de voir si la location, le projet, l'investissement a les armes pour se défendre par rapport à l'inflation qui existe actuellement et qui est arrivée quand même assez vite. Donc, une stratégie d'il y a 1 an n'est plus efficiente par rapport à l'inflation qui existe à ce jour. Ok. Est-ce que, du coup, est-ce qu'on peut dire déjà que quand on est dans cette période d'inflation, en plus effectivement de faire un point de situation sur ce qu'on a, etc., est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire également que garder de l'argent sur son compte en banque et ne rien faire, c'est perdre de l'argent? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, je sais que ça dépend effectivement de chaque situation personnelle, etc. Évidemment, on est d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un bon moyen pour essayer de lutter contre cette inflation, c'est pas justement d'essayer d'investir? Thomas, pardon. Oui, tout à fait, puisque d'un côté, on va avoir, entre guillemets, une charge qui va être cette inflation, et de l'autre côté, on va avoir un rendement qui est à zéro et qui va être minoré par l'inflation, qui va être en face. Donc, effectivement, de laisser dormir de l'argent, enfin, le fameux argent sous le matelas, comme on disait, c'est perdre de l'argent. Ça, c'est sans aucun doute. Il faut optimiser pour pouvoir combattre cette inflation. Parfait. Ruben, est-ce qu'aujourd'hui, malgré ce qui se passe actuellement, quand on voit les marchés qui baissent, etc., est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des opportunités sur le marché et tu penses qu'il y a quand même de quoi faire pour aider les personnes à justement combattre et les épargnants à combattre cette inflation? Bien sûr, je pense que même si voilà, on est dans une période d'inflation, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire et qu'on ne doit pas investir. Il faut bien investir. On parlera de diversification un petit peu plus tard dans cette présentation. Effectivement, ce qui est important, c'est de regarder un petit peu les opportunités que l'on peut avoir en ce moment. Alors, moi, voilà, personnellement, j'ai identifié certaines opportunités. On va rentrer dans le détail ensuite. Mais je pense que c'est quand même important de continuer à investir et comme l'a bien dit Thomas, de vérifier qu'on est bien protégé. Je vais peut-être commencer avant de passer aux actions. J'aimerais quand même parler en tout premier lieu de l'or. L'or, on le considère souvent comme une valeur refuge et comme un rempart contre l'inflation. En fait, j'ai lu un truc très intéressant, c'est qu'il y a une analyse statistique qui a été faite sur les prix de l'or et qu'en fait, premièrement,
on voit que l'or, c'est l'actif financier qui est le plus corrélé à l'inflation. Et deuxièmement, on voit en fait que c'est surtout dans les périodes de très forte inflation, c'est-à-dire des périodes d'hyperinflation, que l'or va prendre de la valeur. Alors on peut être très tenté de mettre du coup tout son patrimoine en ce moment sur l'or pour être certain d'être très proche de l'inflation et de si on est convaincu que l'inflation va continuer d'augmenter, de voir son patrimoine augmenter aussi. Mais je pense qu'il faut aussi faire attention et garder en tête que l'or ne crée pas de richesse et que, en fait, sur le long terme, la performance de l'or est relativement médiocre. Par contre, il faut voir l'or comme une forme d'assurance contre une inflation qui pourrait s'emballer. Avoir un petit peu d'or sans faire de conseils, parce qu'évidemment, il faut traiter chaque situation, chaque profil d'investisseur de manière très distincte. Avoir un petit peu d'or dans son patrimoine n'est pas une mauvaise idée. Alors, je vous conseille, enfin, je vous ai pas en train de vous dire d'aller acheter de l'or, d'aller acheter votre lingot et de le cacher. Hein. Vous pouvez très bien, à travers les marchés, à travers des OPCVM, être indexé à l'or. Il y a plein de solutions d'être investi à l'or. Alors, merci pour ces infos. Je veux juste faire une petite précision. Là, effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans des cas précis, un peu dans quelques détails, etc. Je précise qu'en aucun cas, ce qu'on va vous dire là sont des recommandations pour vous à titre personnel. On est sur des réflexions générales, factuelles, et chacun d'entre vous, si vous êtes intéressé et si vous avez besoin de mieux comprendre et d'une analyse de votre patrimoine actuel, etc., vous devez, je vous invite à aller sur Neofa, sur la plateforme, à vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit et à prendre rendez-vous avec Thomas, avec Ruben ou avec un autre des conseillers qui sont membres de notre plateforme et qui sont dans toute la France pour avoir vraiment un conseil personnalisé parce que c'est ça qui est très important. Ruben, tu parlais justement des actions. En plus d'avoir parlé de l'or. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur les actions ? J'ai tendance à dire, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que les marchés boursiers, comme on peut le voir là, ont perdu pas mal ces derniers mois. Qu'on a tendance, parce que c'est un réflexe humain, de voir quand les marchés montent, d'être tenté de vouloir investir parce qu'on dit ça fait que monter, il faut investir. Est-ce que, en fait, c'est pas plutôt aujourd'hui un moment intéressant peut-être pour rentrer sur les marchés ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et si oui, qu'est-ce que tu irais chercher comme type d'action ? Ouais, c'est vrai que le court terme en bourse, c'est toujours un petit peu flou. Mais je pense quand même que acheter des actions à un niveau aussi faible qu'elles le sont pour certaines, hein, aujourd'hui peut être un choix judicieux pour un investisseur. En fait, certaines actions ont quand même déjà bien été martelées et il peut s'avérer d'être une stratégie très rentable d'aller investir sur les marchés actions. Je vous ai mis ce petit tableau, je trouve qui est assez parlant. Alors là, on suit le S&P 500, qui est, on va dire, l'équivalent du CAC 40 aux États-Unis, sur 500 entreprises. Et en fait, on voit que quand le S&P a baissé de 25%, que suite à cette baisse qui est importante, on a ensuite les années suivantes des beaux rendements. Je vous laisserai voir le tableau en détail, mais on voit qu'à différentes périodes historiques, on peut prendre par exemple la dernière ligne qui est la crise de 2008, et qu'on voit qu'on a eu en moyenne une baisse du S&P 500 de moins 57%, et qu'ensuite on a eu un rendement sur 10 ans de 210%, ce qui fait quand même une belle perspective de rendement. Évidemment, le passé ne préjuge pas des performances futures. Ouais. Le passé ne préjuge pas des performances futures, mais je suis convaincu qu'acheter des actions alors qu'elles sont en baisse de 20 à 30% pour certaines peut être une stratégie gagnante à condition de disposer d'un horizon d'investissement long terme. Voilà, cette condition, je la trouve importante. Alors, les actions, oui. Ouais. Oui, sur ce slide, tu mentionnes action pricing power, action défensive, action bilan solide. Est-ce que tu peux te définir ça pour que ça soit un petit peu plus clair pour les personnes qui nous suivent ? Oui, bien sûr. Effectivement, des actions, oui, mais pas n'importe lesquelles. Pour moi, il y a 3 catégories d'actions qui sont intéressantes. Premièrement, les actions pricing power. Donc, c'est des actions d'entreprise qui ont la capacité, qui ont la force, en fait, de pouvoir
augmenter leur prix sans que cela n'affecte leurs bénéfices. Je prends l'exemple, par exemple, de Apple, qui est une société qui a un fort pricing power. On l'a vu d'année en année, le prix de l'iPhone a augmenté, et pourtant, la société continue à écouler des millions d'iPhone chaque année. Ça, c'est une société qui a un fort pricing power. Il ne faut pas être forcément en situation de monopole pour avoir du pricing power. Il faut une marque forte, il faut posséder une avance technologique, un savoir-faire. Tout ça, c'est autant d'éléments nécessaires à la mise en place d'une barrière à l'entrée suffisante qui leur permet d'avoir ce pricing power. Deuxième catégorie, donc c'est les actions défensives. C'est des actions dont le cours est finalement peu impacté par les fluctuations de l'économie. On peut citer, par exemple, dans le CAC 40, on peut citer Carrefour, on peut citer EDF, on peut citer Bouygues. Et enfin, les actions qui ont un bilan solide, donc des actions d'entreprise qui ont un fort levier opérationnel, c'est-à-dire des coûts fixes sont supérieurs aux coûts variables. Donc, c'est des actions dans l'hôtellerie, dans la santé, donc tout ce qui est laboratoire pharmaceutique. Voilà, ça, c'est des bonnes actions. Il faut vraiment aller chercher ces actions-là. Et une dernière petite recommandation, sans faire de conseils, mais peut-être plutôt aller dans des pays développés que dans des pays émergents. Voilà, regarder plutôt vers les États-Unis, vers l'Europe. D'accord. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Oui, vas-y, Ruben. Ouais, si je peux me permettre une dernière chose, si vous considérez ne pas avoir l'expertise ou le temps de faire ça, mais vous voulez quand même vous-même gérer votre patrimoine, allez plutôt sur des OPCVM, donc plutôt qu'aller faire du stop picking et d'essayer d'aller sélectionner action par action. Parfait. Et surtout, je le précise encore une fois, n'hésitez pas, tout ce qu'on fait là n'est pas des conseils personnalisés. Si vous en souhaitez, voilà, vous savez que sur Neofa, vous pouvez prendre rendez-vous avec Ruben et Thomas. Je vois qu'il y a je saute dessus puisque la question vient d'apparaître. Est-ce que, Ruben, tu as d'autres exemples d'actions pricing power? Oui, LVMH par exemple. Les sociétés du luxe, généralement, on va citer Kering et LVMH qui sont les plus grosses, ont un bon pricing power. LVMH a sorti ses résultats trimestriels il y a quelques jours. J'en ai parlé dans un des résumés hebdo que certains d'entre vous doivent déjà recevoir. LVMH a un fort pricing power. Ils peuvent augmenter les prix de leurs sacs, par exemple, et vous verrez qu'ils continueront à en vendre. On est dans une période compliquée depuis la pandémie, et c'est des sociétés qui font des résultats complètement fous. LVMH, Kering sont des actions pricing power. Parfait. Alors, il y a ce qu'on va appeler le cœur et ce que les Français adorent, je pense, par-dessus tout, qui est le marché immobilier. Thomas, quid du marché immobilier dans cette période? Est-ce que c'est également une occasion aujourd'hui d'utiliser l'immobilier pour essayer de combattre un petit peu cette inflation? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Thomas? L'immobilier, c'est la classe d'actifs préférée des Français. Il y a des raisons pour cela. Effectivement, ça apporte une résilience, un confort psychologique d'avoir de la pierre qui va traverser les crises. Ce que je trouve intéressant dans cette évolution des taux, c'est que on lit beaucoup que les taux ont fortement augmenté dernièrement. Effectivement, quand on compare en pourcentage, quand on avait des taux à 0,75, 0,85 pour les plus chanceux et qu'on est à 2,05 actuellement sur 20 ans, ça fait une forte proportion. Mais quand on regarde dans l'histoire des taux, et on revient quand même quelques années en arrière, on est sur des taux qui restent quand même très corrects. C'est juste l'augmentation récente et rapide qui s'est faite, mais les taux restent intéressants, donc investir dans l'immobilier reste faisable. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a effectivement moins de dossiers qui passent puisque il y avait des facilités de la part des banques d'accorder un nombre de prêts bancaires quand même très important, ce qui a permis à des Français de se créer vraiment du patrimoine immobilier, si vous me permettez, sur le dos des banques. En fait, c'est vraiment les banques qui finançaient avec des taux extrêmement bas. Là, on revient juste en fait à une situation
qui est plus normal, donc ça reste quand même un actif très intéressant en période d'inflation. Oui. Et on voit effectivement qu'il y a aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, mais il y a ce chart, ce graphique qui est impressionnant, qui est un graphique sur le nombre de prêts bancaires accordés sur une base de 100. Et on voit encore une fois que effectivement, on était peut-être en surconsommation de prêts ces dernières années, et qu'en fait, oui, ça a fortement diminué, mais qu'on n'est pas en train de on va dire, stopper l'attribution des prêts bancaires pour les épargnants, mais qu'on est plus peut-être à dégonfler un petit peu cette bulle. La question que j'ai pour toi, Thomas, c'est si aujourd'hui, il y a moins de prêts accordés, ça veut dire que potentiellement, il y a moins d'acheteurs potentiels. S'il y a moins d'acheteurs, il y a moins de possibilités que le prix du bien augmente. Donc, en quoi, aujourd'hui, investir dans l'immobilier va me permettre de combattre l'inflation? La raison va être que un bien qui est bien placé, qui est quand même la base de l'immobilier, que ce soit un investissement à horizon, on va dire, optimisation fiscale, d'investissement ou alors même de logement, la base de l'immobilier, c'est quand même l'emplacement. Donc, cette raréfaction très relative du nombre de dossiers bancaires va avoir effectivement un impact sur le prix et sur le fait qu'on va avoir un petit peu plus de mal à vendre. Mais les biens de qualité vont rester, et c'est quand même une valeur qui est quand même extrêmement importante, vont être extrêmement recherchés. Moi, je parlais avec des investisseurs qui sont quand même en centre-ville, de grandes villes, ça reste des valeurs sûres, et la valeur augmente, et aussi il est possible d'augmenter quand même les loyers, pas à raison, on va dire, de l'inflation, parce qu'on n'augmente pas les loyers de 6% par an pour son locataire, mais un bien de qualité bien placé, qui est quand même la base de l'immobilier, permet effectivement de traverser cette crise inflationniste très sereinement. Oui, puis on va toucher des loyers aussi, en fait. Oui, Donc, voilà. c'est ça aussi qui va nous permettre, s'il est bien placé et qu'on a un rendement intéressant, ça peut nous permettre effectivement d'avoir un petit peu de revenus qui vont Le nous revenu permettre de compenser complémentaire. cette inflation. Je vois une question qui est arrivée sur le module des questions. Est-ce que Thomas ou Ruben, un des deux, vous avez une idée des prévisions des taux d'intérêt des prêts bancaires? C'est Alice qui nous demande ça. Taux d'intérêt des prêts bancaires pour 2023. Est-ce que la tendance va continuer à augmenter? Est-ce que et à quel niveau? Alors, on sait très bien que ce que vous pouvez répondre n'est pas forcément, enfin, c'est pas parole d'évangile, mais disons que est-ce que vous avez une estimation du niveau à laquelle on va peut-être pouvoir se retrouver en milieu d'année 2023 et peut-être en fin d'année 2023 sur les taux? Ruben, une idée? Ouais, alors mon avis, donc pour bien comprendre, les taux d'intérêt, la manière dont les taux d'intérêt sont fixés par la banque, faut suivre ce qui se passe au niveau des banques centrales, donc cette augmentation des taux-là. Alors, de ce que je lis, de ce que j'interprète, je vois une augmentation, peut-être encore une ou deux augmentations des banques centrales. Donc pour la France, on est concerné par la Banque centrale européenne. Et ensuite, je pense que ça se calmera, qu'on aura plus de hausse de taux pendant un moment, et peut-être même qu'en fait, peut-être que la BCE peut-être laissera même filer un petit peu l'inflation, parce qu'on a quand même eu des taux très rapides de hausse de taux dernièrement. Je vois quand même encore un petit peu ouais, moi personnellement, je sais pas quel est le tien, Thomas. C'est intéressant, c'est une question intéressante en tout cas, c'est une question intéressante. C'est pas la question la plus facile, mais effectivement, je partage ton avis sur. C'est quand même la BCE qui est au centre de tout, et plusieurs augmentations de taux vont être faites pour arriver effectivement à juguler cette inflation, mais trop juguler cette inflation va nous mener vraiment tout droit et rapidement vers une récession. Donc là, c'est une question politique, là aussi, d'arbitrage entre est-ce qu'on laisse filer l'inflation, est-ce qu'on augmente fortement les taux d'intérêt, en sachant que, par exemple, en France, le secteur immobilier, c'est quand même un secteur extrêmement important dans notre économie.
La construction immobilière, c'est un pan phénoménal de l'économie française. Donc, il y aurait effectivement, il semblerait en fait quelques augmentations sur les taux, mais la hausse va être moins soutenue que ce qu'on a vécu sur les derniers mois. Donc, ça va augmenter encore un peu, mais pas à la même proportion que ce qu'on a vécu. Très bien, merci, merci pour ces réponses. Je vois une autre question sur l'immobilier qui est arrivée, mais on y répondra peut-être après. On avance un petit peu là-dessus. Thomas, un petit point sur les SCPI, où on en entend beaucoup parler Oui. en France. On en parlait aussi tout à l'heure. Ce n'est pas forcément le véhicule, moi en tout cas, que je préfère. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les SCPI? Comme tu dis, les SCPI, on entend effectivement beaucoup parler. Il y a beaucoup de marketing et de publicité sur ce véhicule d'investissement, puisque ça reste un véhicule d'investissement, c'est de l'immobilier qui est en sous-jacent. La SCPI, il faut bien garder en tête que derrière, c'est de l'immobilier, donc il faut réfléchir comme de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il faut bien regarder ce qu'il y a dans la SCPI, qui est au final une enveloppe d'un patrimoine immobilier global. Donc, il faut réfléchir de la même manière, se regarder la localisation, quelles sont les qualités des biens, est-ce que les biens sont conformes aux nouvelles réglementations environnementales, par exemple, parce que les travaux coûtent extrêmement cher, et aussi, ça va être la qualité des locataires. Donc, en fait, la SCPI possède des facilités d'investissement dans l'immobilier, avec des tickets d'entrée qui sont bien moindres, et une diversification qui est plus grande, mais ça reste la même réflexion, c'est l'emplacement et la qualité du bien, indéniablement. Parfait. On a d'autres, effectivement, classes d'actifs qui peuvent être intéressantes, comme le private equity. Alors, je tiens à préciser, le private equity, oui, a pas mal d'avantages, mais comporte également de très, très gros risques de perte en capital total. Donc, c'est important de le noter et de garder ça en tête, mais qui, effectivement, en période peut-être un petit peu plus tendue sur les marchés, n'est pas forcément corrélé à ces marchés. Et Ruben, je crois que toi, tu penses qu'effectivement, sur des manières ou sur des, on va dire, pour certains clients, ça peut être une classe d'actifs intéressante aujourd'hui pour combattre un petit peu l'inflation. Ouais, comme tu le dis bien, Nicolas, en contrepartie d'une belle perspective de plus-value sur le long terme, il faut faire attention à ce risque très important de risque de perte en capital parce que le private equity, c'est investir. Alors souvent, vous n'investirez pas directement dans les entreprises, vous investirez dans des sociétés de gestion qui ont l'expertise d'aller sélectionner de bonnes entreprises en fonction de leur exposé à une multitude d'entreprises, mais effectivement, il y a ce risque-là. Nicolas, je veux juste savoir ce que vous m'entendez bien, je crois que je bug un petit peu. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais te dire, mais je crois qu'on a désactivé ta vidéo, donc ça devrait aller maintenant. Donc, private equity, pour résumer, oui, plutôt décorrélé des marchés. Avec ça, il faut, je pense, le conseil clairement d'un professionnel pour essayer de trouver des sociétés qui peuvent être intéressantes dans lesquelles investir. Je voulais également que tu parles rapidement peut-être des fameux produits structurés. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple de produits structurés? Bien sûr. Pourquoi tu penses que j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure qui avait été posée par Guillaume qui demandait quel type de placement peut combattre l'inflation à 6,2% par année. Je ne dis pas que ce placement-là est forcément une réponse, mais il comporte des risques et puis ça dépend de la personne, etc. Donc, il faut vraiment un conseil personnalisé. Mais là, on a quelque chose d'assez intéressant, Ruben, je pense. Donc, est-ce que tu peux décrire assez rapidement? Oui, alors effectivement, on a vu que le private equity peut être un bon placement pour combattre l'inflation. Les produits structurés aussi peuvent l'être. Rapidement, pour expliquer, c'est un produit qui est quand même considéré comme un produit complexe, qui permet d'investir sur les marchés financiers, tout en protégeant une partie, voire la totalité du capital investi.
il faut que vous interprétez les produits structurés comme une sorte de pari dont les règles sont définies au début. Je vous ai mis un exemple sur cette slide-là. Ici, on va suivre le cours du CAC 40 pendant 10 ans. Nous, ce qu'on veut ici, c'est qu'à partir de la première année, donc cette période de non-call de 1 an, on veut que le cours du CAC 40 à partir du J365 soit plus haut que le cours à J0. Et on va suivre ce cours pendant chaque année. Ici, la fréquence de constatation est annuelle, donc à chaque date d'anniversaire, on va regarder le cours du CAC 40. Le jour où le cours du CAC 40, dans cet exemple-là, est au-dessus du cours du CAC 40 à J0, on gagne 8%, on récupère le capital qui est investi, mais on gagne aussi 8% par année écoulée. Si vous sortez au bout de J365, vous allez récupérer votre capital plus 8%. Si vous sortez au bout de la 5e année, car enfin le cours du CAC 40, au bout de l'anniversaire donc de la 5e année, est au-dessus du cours du CAC 40 à J0, vous récupérez votre capital et 40%, car 5 années écoulées fois 8% par an. Ce qui est intéressant, c'est que si au bout de l'année 10, le cours du CAC 40 au bout de l'année 10 est inférieur au cours du CAC 40 à J0, mais inférieur à une barrière, à plus de moins 50%, comme au départ, on avait défini que notre capital était protégé à échéance à moins 50%, comme vous pouvez le voir dans la colonne qui est à gauche, vous récupérez le capital qui est investi. Vous n'avez pas les coupons, donc vous n'avez pas ce 8% par an fois année écoulée, mais vous récupérez le capital investi. Finalement, on peut dire que vous avez juste perdu du temps, ce qui est quand même dommage, mais au moins vous récupérez le capital investi. Je vous cite quand même, le scénario défavorable serait ici, parce qu'on n'a pas protégé son capital à moins de 50%, que le cours du CAC 40 au bout du 10e anniversaire soit en fait inférieur à moins 50%. Et dans ce cas, on aurait du coup une perte en capital qui est égale à la baisse de l'indice. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le produit structuré nous permet d'investir sur le marché en protégeant une partie, voire même 100% de son capital. Voilà. Et est-ce que je peux me permettre d'intervenir ici? Je trouve que c'est un outil qui est mal compris. Et d'ailleurs, c'est peut-être une idée de webinaire de discuter de ça, parce que c'est un outil qui est mal compris et c'est un outil qui peut réellement vous permettre de créer vous-même un certificat, un produit qui vous correspond, dont vous définissez les règles et qui vous permet effectivement d'avoir derrière un certain rendement, une certaine protection, et vous définissez tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais encore une fois, selon les cas, et je vous invite à vous rapprocher d'un conseiller pour savoir si ça vous correspond. De toutes les façons, Ruben, Thomas, il n'y a pas mieux que de la diversification de portefeuille. Ça, on peut y revenir, mais je pense que c'est la règle d'or dans tout ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Pour résumer un petit peu toute cette partie, je dirais qu'aujourd'hui, il y a clairement des opportunités sur les marchés financiers si on a un horizon, on va dire, moyen terme, puisque la réalité, c'est qu'on achèterait aujourd'hui des actions à un prix qui est discounté comparé au prix qu'il pouvait avoir il y a 6 mois ou il y a 1 an. Donc, un certain intérêt pour les marchés financiers, puisque derrière, même si on n'est peut-être pas au point le plus bas, mais on l'a vu avec certains graphiques et le tableau de Ruben, qu'il y a potentiellement derrière sur 3, 5, 10 ans la possibilité de récupérer et même de gagner un petit peu d'argent là-dessus. La partie immobilière qui, malgré tout, si votre dossier est intéressant, vous permet de récupérer des revenus de manière régulière pour combattre concrètement l'inflation. Et puis, effectivement, des outils peut-être un petit peu plus, non traditionnels comme le private equity ou même les produits structurés qui vont effectivement peut-être vous donner un petit peu de peps, un petit peu de dynamisme à votre portefeuille. De toutes les façons, tout ça est effectivement important d'avoir un conseil personnalisé et donc de faire un entretien avec votre conseiller actuel ou avec des membres conseillers de la plateforme Neofa. Thomas, peut-être en 2 minutes, oui, 1 minute 30 si j'y arrive.
nous présenter un petit cas pratique d'une personne qui est venue te voir dernièrement. Voilà, je te laisse peut-être nous parler de ça. Tu as 1 minute 30. Merci, je vais essayer de tenir le timing. Donc le contexte, c'était effectivement une cliente qui avait lu un article du Figaro qui lui disait que l'inflation était galopante, et elle s'est fait la juste réflexion de savoir est-ce que le contrat d'assurance vie qui était destiné à mes enfants n'allait pas subir cette inflation. Donc la première étape en fait a été faire ce qu'on appelle une allocation d'actifs, c'est-à-dire prendre le contrat et aller voir ce qu'il y a dedans et lui dire votre contrat a fait une performance de 1 mois de telle performance. Durant 3 ans, il a fait 2,03. Et par année, on a pu lui mettre la performance que vous voyez affichée. Bien sûr, on a des obligations réglementaires quand on fait investir un client. Donc, la personne avait un profil de risque, ce qu'on appelle le SRRI, de 3/7, ce qui correspond à un horizon et à un profil prudent. Donc, le but d'un indépendant et le but des cabinets, ça va être de proposer quelque chose de plus efficient, c'est-à-dire plus rentable, moins risqué, tout en respectant son profil de risque. C'est ce qu'on va voir sur les slides d'après. Une des questions aussi préalables, c'était de savoir est-ce que madame a eu raison d'investir sur ces fonds-là, qui étaient clairement des fonds d'une banque qui était proposée à tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait posé à madame le fameux questionnaire de risque, on l'avait classé dans un profil équilibré, et on s'était dit, madame, votre profil correspond à ces 4 fonds-là. Depuis 2018, ça n'avait pas bougé. Donc moi, je lui ai calculé, est-ce qu'en laissant en 100% garantie ou en investissant, est-ce que le pari était gagnant? Là, le pari n'était pas gagnant, clairement. Il n'y avait pas eu de création de valeur supplémentaire. Donc, pourquoi prendre des risques supplémentaires s'il n'y a pas de création? Est-ce qu'on est d'accord, Thomas, de dire que sur le graphique qu'on voit là, le 100% garantie, c'est la ligne... Alors, tout à fait. Ça, c'est la ligne droite qui correspond en fait au fonds en euros, donc, dont on connaît le rendement. Et donc, en fait, si madame avait laissé son argent sur le fonds en euros depuis 2018, elle aurait gagné plus. Clairement. Et l'argent était garanti et elle avait pris 0 risque. Exactement. Elle n'aurait pas eu la surprise qu'on a eu quand on a eu du Covid. Bon, bien sûr, le Covid, ça a surpris tout le monde. Donc, le travail, la deuxième étape, ça a été de prendre son contrat et d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Parce que dans tous vos contrats d'assurance vie, il faut savoir qu'il y a une liste de fonds. Sauf que la liste de fonds, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide de savoir quel fonds on prend ou quel fonds on ne prend pas. Bien sûr, quand on a des liens capitalistiques et commerciaux avec son employeur, on est beaucoup plus orienté à choisir les fonds, ce qu'on appelle maison. Nous, on a la liberté en tant qu'indépendant de connaître des sociétés de gestion peu connues ou alors des grands de la place du marché, et on va les choisir les meilleurs dans chaque catégorie, puisque le but, c'est d'avoir le fonds qui va vous rapporter le plus tout en vous faisant prendre le moins de risques possible. Et ça, c'est ce qu'on voit effectivement sur la slide d'après, si j'ai bien... Et aussi, c'est important de le noter, c'est aussi une possibilité que vous avez parce que vous êtes lié contractuellement ou comment dire, ou hiérarchiquement ou quoi que ce soit à aucune maison. Donc, en fait, vous êtes en architecture ouverte, vous avez la possibilité de choisir n'importe quel fonds ou OPCVM ou unité de compte qui vous paraît la plus adéquate pour le client. Effectivement, puisque aucune société de gestion n'est, on va dire, leader. Personne n'est bon dans tous les domaines. Vous avez des sociétés de gestion qui sont très bonnes sur l'investissement en Chine parce qu'ils sont spécialistes, d'autres sur les États-Unis, d'autres sur l'Europe. Donc, autant rassembler les meilleures têtes dans les meilleures sociétés de gestion pour avoir le meilleur contrat possible. Donc là, c'est un exemple qui est un petit peu parlant. Le fonds en bleu, c'était le fonds que possédait la cliente. Et on voit que le fonds a une performance et un profil de risque qui est moins bon que sa moyenne qui est en rouge. Le rouge, c'est la moyenne de tous les fonds de la même catégorie. Là, on parle de fonds équilibrés monde. Sauf qu'il existe, quand on va chercher des fonds qui sont meilleurs que la moyenne, et c'est ce qu'on veut pour nos clients quand même, c'est pas d'avoir du moyen, c'est d'avoir du bon, voire du très bon. Donc, dans ce cas-là, on avait orienté effectivement cette cliente qui souhaitait rester toujours
dans le profil de risque 3 sur 7 et être toujours orientée investissement monde parce qu'elle avait des convictions sur, par exemple, l'Asie qui va se développer. Donc, on a pris un profil de risque équivalent. On a été chercher dans son contrat un fonds qui était meilleur que ce qu'elle avait. C'est pas seulement meilleur par le passé, parce que sinon ce serait trop facile. Ça va être sur des éléments comme par exemple un fonds qui va être moins volatile, donc qui va moins faire, on va dire, de soubresauts sur la durée et qui va lui donner une performance totale ou annualisée qui va être plus importante. Donc c'est ce qu'on appelle un best dans sa catégorie. Madame avait un profil de risque identique, sauf que son contrat bougeait beaucoup moins en termes de valorisation, et à la fin, elle avait un rendement qui était supérieur. Et ça, c'est juste par l'étude d'un contrat. Et justement, on en vient du coup au dernier point, qui est un petit peu la conclusion de ce webinaire, et après, j'ai vu qu'on a quelques questions auxquelles on va répondre, qui est, et c'est assez intéressant de voir ce que tu viens de présenter, Thomas, qui est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, c'est un terme, le terme CGP ou conseiller en gestion de patrimoine est parfois, on va dire, peut-être mal compris ou mal vu, ou peut-être les gens pensent que c'est réservé à une certaine élite ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, notamment avec les conseillers qui sont sur Neofa, etc., on vous aide et on invite n'importe quelle personne qui a besoin de venir consulter pour effectivement peut-être optimiser des situations, que ça soit pour de l'argent qui est déjà placé, sur lesquels il y aurait peut-être des choses à faire, ou pour aider les gens sur la création de leur patrimoine, ou pourquoi pas d'autres thématiques, puisque vous arrivez, Thomas et Ruben, à traiter plusieurs thématiques, pas uniquement du placement financier, mais il y a également de la succession, de la préparation à la retraite, de la fiscalité. Donc, c'est aujourd'hui, vous avez un rôle qui est, je pense, très, très important pour les épargnants et qui n'est pas forcément très, très connu en France, puisque sur 55 millions d'adultes en France, il n'y a que 1,5 million de personnes clientes de conseillers en gestion de patrimoine. Comparativement, ça fait que 3% des adultes. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en Suisse, il y a 25% des gens qui travaillent avec des CGP ou équivalents. Au Royaume-Uni, ils sont 20%. Donc, il y a en France encore un retard là-dessus. Et nous, on est là avec Neofa, avec Thomas, avec Ruben, qui, je vois, malheureusement, a dû avoir un problème de connexion. On est là pour justement vous aider à revenir et venir consulter et discuter avec ces conseillers. Merci à tous les deux pour toutes ces informations. On va très rapidement passer aux questions qu'on n'a pas traitées aujourd'hui et pendant le webinaire. Alors, je vois une question de Simone. Si elle possède de l'immobilier locatif, est-ce qu'elle devrait vendre cet immobilier aujourd'hui, puisque les prix sont plutôt hauts, pour acheter plutôt du placement financier, puisqu'aujourd'hui, on est sur du placement financier plutôt discounté. Ruben, une idée là-dessus? Alors, il faudrait voir de quel type de produit on parle, aussi bien le produit que sa localisation, aussi bien regarder votre patrimoine vraiment global. En fait, c'est des questions qui sont un petit peu dures à répondre parce que je connais pas la personne qui a posé cette question. Peut-être que vous avez des enfants qui aimeraient peut-être un jour recevoir ces biens-là. Donc, ça pose pas mal de questions. Voilà, il faut rentrer dans le détail de votre situation. Elle est peut-être un petit peu trop personnelle, cette question. Ok. Une autre alors, mais là, peut-être que la réponse va être la même. Je ne sais pas, Thomas, ce que tu en penses, mais est-ce qu'il est judicieux de faire un Pinel en 2023? Est-ce que c'est un outil qui, toi, Thomas, te plaît? Alors,
Je trouve que, je vais reprendre un de tes mots, c'est un outil. Le Pinel, c'est un outil qu'on a dans notre besace importante pour investir ou optimiser ses impôts. Donc, ça part du principe qu'il faut faire une étude fiscale déjà pour savoir est-ce que c'est l'outil privilégié pour optimiser ses impôts. Si le Pinel, c'est souvent fait pour ses impôts, hein, il n'y a pas de secret. Mais c'est un outil qui est fait pour optimiser ses impôts dans le cadre de l'immobilier. Donc la réflexion, c'est ce qu'on s'est dit durant un petit peu ce webinaire, c'est de revenir aux fondamentaux. Le Pinel, c'est un IMO, mais est-ce que l'IMO est bien placé? Est-ce qu'il est rentable? Et surtout, est-ce que patrimonialement, ça vaut quelque chose à la fin? Donc, on en revient à des questions de bon sens, hein, on ne les a pas inventées, hein, c'est les générations précédentes, hein, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ou alors on regarde l'emplacement de l'IMO. Est-ce que le Pinel, c'est intéressant? Oui, mais je ne pourrais pas dire oui à toutes les personnes qui suivent ce webinaire. Ça va correspondre à certaines situations. Ouais, Et des fois, il peut y avoir mieux à faire, hein, ça dépend. Ruben, tu voulais rajouter? Il faut faire attention, il ne faut pas acheter une loi. Là, on parle du Pinel, on pourrait prendre d'autres exemples. N'achetez pas de loi. C'est un produit que vous achetez là, auquel est adossé à une loi. N'achetez pas la loi, vérifiez vraiment le produit que vous achetez, au-delà de la loi. Parfait. Alors, on a, je vois une autre question, et ça sera la dernière question qu'on prend. Alors, c'est une question, c'est assez drôle. Donc, c'est Guillaume qui nous pose cette question. Elle revient, je ne vais pas dire à chaque webinaire, mais dès qu'on parle d'immobilier, c'est une question qui revient quasiment systématiquement. On entend un petit peu partout que l'immobilier dans les grandes villes est peut-être un petit peu en train de décliner. Je vous invite, Guillaume, d'ailleurs, à regarder, je crois que c'était notre précédent webinaire ou celui d'avant, qui traitait de ce sujet-là et qui montrait justement les statistiques du prix de l'immobilier dans les grandes villes versus la province, etc. Et donc, la question de Guillaume qui est l'immobilier dans les grandes métropoles semble en déclin, au profit potentiellement de l'immobilier en province ou dans les petites et moyennes villes. Est-ce que cette tendance est durable et est-ce que ça va continuer dans ce sens-là? Ruben, une idée là-dessus? Alors, les grandes métropoles, je suis d'accord sans être d'accord. On prend une ville comme Bordeaux, qui a quand même vu ses prix pas mal augmenter depuis 2020. Je crois que c'est le cas aussi pour Toulouse, c'est le cas aussi pour Montpellier. Alors, si on parle de Paris, effectivement, on a une baisse des prix. En moyenne, le prix de l'immobilier à Paris repassait sous la barre des 10 000 euros. Est-ce que cette tendance est durable? J'ai pas envie de donner une réponse comme ça. J'ai pas d'avis sur cette question. J'ai pas vraiment d'avis. Disons que ce qui est, selon moi, ce qui me paraît assez évident, c'est oui, il y a une petite correction peut-être dans une ou deux grandes villes de France parce que c'était déjà compliqué d'acheter un appartement à Paris parce que c'était très cher. Et si en plus maintenant il faut amener 30% de cash pour obtenir un prêt bancaire et qu'en fait le moindre appartement il est à 1,5 million, oui, ça va être difficile, donc les prix vont un petit peu baisser. C'est possible. Maintenant, est-ce que les gens vont quitter les villes pour retourner à la campagne? Si c'est un petit peu ça la question. Pas certain. Moi, personnellement, de ce que je vois, oui, j'ai vu des gens partir de Paris, ailleurs, etc., se mettre un petit peu en province. Ce que j'ai vu surtout, c'est que dès qu'il n'y avait plus le Covid, etc., tout le monde est reparti dans les villes. La plupart des citadins, réellement, n'ont plus forcément et ne restent pas forcément à vivre en province. Voilà, donc pour moi, il y a une petite tendance intéressante, peut-être à regarder sur des villes qui sont en périphérie des grandes villes et qui peuvent être intéressantes, où là, il y a peut-être une tendance à aller chercher, mais sinon, je pense que les grandes villes resteront intéressantes. Ouais. On a déjà débordé de 4 minutes, je m'en excuse.
Je tiens donc à vous remercier toutes et tous de votre participation et de nous avoir suivis. Je remercie évidemment Thomas et Ruben pour toutes les informations qu'ils ont pu nous donner pendant ce webinaire. Il y a une question donc, qui est restée sans réponse je crois que c'est Antoine. On vous répondra par email. Je vous remercie encore une fois. Et puis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Thomas ou Ruben qui peuvent vous aider. La première consultation est gratuite et on peut faire derrière, ils peuvent vous aider à peut-être combattre un petit peu cette inflation. Donc, n'hésitez pas. Merci encore et on se revoit, je l'espère, très nombreux au prochain webinaire. Merci à toutes et à tous. Au plaisir. Bonne Au soirée. revoir.